traîne avec ce bon à rien et court après ces cannibales. Et leur grand frère n'est pas là non plus. Trace cet endroit sur tes petites jambes. Vous verrez. T'as dit qu'elle était partie? Elle est dans la pièce? Tu la vois quelque part? Fidan, calme-toi. Dis-moi, Nedula, il lui est arrivé quelque chose? Non du tout. Elle s'en sort mieux que nous, tu. Je ne voudrais pas gâcher l'ambiance si ça se sait. Voilà, c'est tout. Tu comprends? Moi, m'échapper, s'il te plaît. Si tu veux bien m'aider, je t'aiderai aussi. Ne supplie pas en vain. Qu'est-ce que ta lignée peut bien me faire? Je n'épouserai personne. Il y a du bruit par là. Cours alors, qu'est-ce que t'attends? Il est monté dans la voiture. On ne va pas le laisser partir. Tais-toi, reste où tu es. C'est de ta faute. Tu es la prochaine sur la liste. Ce que tu veux, dégage. Oh, tu es là, mon cher Mété. Entre donc. Waouh! À l'exception de ces créatures à deux jambes. D'accord? Tout. On vide cette maison. La vache charbon va leur manquer, crois-moi. De basculer dans une violence inouïe alors que les masques tombent enfin et que la véritable nature de chaque personnage éclate au grand jour. Personne ne pouvait anticiper à quel point la folie de Yavuz allait pousser les limites de l'insoutenable, brisant les derniers espoirs d'Azizé, qui se retrouve prisonnière d'un cauchemar éveillé, promise de force à un mariage arrangé destiné à sceller une vengeance vieille de 20 ans. La confrontation finale est désormais inévitable et le sang va couler pour laver les offenses du passé. Avant que nous entrions dans les détails de cette descente aux enfers, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous suivez cette histoire bouleversante. Je prends toujours le temps de lire chacun de vos messages et de vous répondre, car je veux savoir jusqu'où notre communauté s'étend à travers le monde. La situation est critique, et chaque seconde qui s'écoule rapproche un peu plus Azizé du précipice. Enfermée sous haute surveillance dans la propriété de Yavuz, la jeune fille refuse de céder au chantage affectif et à la terreur psychologique que son soi-disant père tente de lui imposer. Elle sait pertinemment que céder équivaudrait à renier la mémoire de Rifat et de Bala, les seuls parents qu'elle ait jamais connus et aimés. Son refus obstiné d'embrasser la main de cette femme qu'on lui présente comme sa grand-mère paternelle témoigne d'une force de caractère extraordinaire, mais cette résistance a un prix exorbitant. Yavuz, aveuglé par une obsession maladive et sous la pression constante de sa propre mère, accélère les préparatifs de cette union forcée avec Devran Alas. Pour lui, ce mariage-haine est pas seulement une alliance stratégique entre clans rivaux, si est l'unique moyen de valider son existence et de s'approprier une descendance qu'il estime lui avoir été volée. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette tyrannie est en train de sceller sa propre perte, car l'opprimée qu'il essaie de briser est précisément celle qui portera le coup fatal à son empire bâti sur le mensonge et le sang. Pendant ce temps, hors des murs de cette prison dorée, le chaos règne dans le quartier où la fratrie abandonnée doit faire face à une cruauté humaine sans limite. Ashmet et Nella, poussés par une rancœur venimeuse, ont franchi la ligne rouge en expulsant brutalement les plus jeunes de la cave à charbon, coupant l'eau, l'électricité et le gaz pour les jeter littéralement sur le bitume glacé. Voir ces enfants, habitués à la chaleur protectrice de leur forêt et à la solidarité de leurs parents, réduits à errer dans les rues d'Istanbul sous le regard indifférent des voisins, révolte l'esprit. Fidan, Zélia, Samet et la petite Balim subissent de plein fouet la haine d'une bourgeoisie locale corrompue et sans âme. Pourtant, même au cœur de cette détresse polaire, un souffle de révolte gronde. Les biens de la famille jetés sur le pavé et la destruction méthodique de leur refuge ne font que renforcer leur instinct de survie. Ils comprennent, dans un silence lourd de larmes, que la pitié-haine n'existe pas dans cette jungle urbaine et que leur salut ne dépend que d'eux-mêmes et de ceux qui ont juré de les protéger. Du côté des Alliés, la métamorphose est totale et radicale. Oncle Jefdet, connu sous le nom des Aslan, a finalement brisé le silence et renié le serment solennel qui le liait aux ombres du passé. En faisant appel à ses vieux contacts, notamment l'énigmatique Kaneli, il ne cherche plus à négocier ou à apaiser les tensions. Il a compris que la diplomatie avec des monstres comme Yavuz est une perte de temps mortelle. Et l'acquisition de ce fameux colis chargé d'armes et de ressources logistiques lourdes marque le début d'une guerre ouverte. Jefdet N est plus seulement le protecteur bienveillant du quartier, il redevient le guerrier redoutable qu'il était autrefois,
prêt à raser n'importe quel obstacle pour venger la mémoire de son frère de cœur Rifat et sauver les enfants. Cette bascule dans la violence assumée démontre que pour survivre dans ce drame, la pureté morale doit parfois revêtir l'armure du bourreau. Semo, de son côté, traverse une tempête psychologique et physique dévastatrice. Hanté par le sentiment d'impuissance lors de l'enlèvement d'Azizé, il refuse de baisser les bras malgré la fatigue, les blessures et les pièges tendus par les hommes de main de Yavuz. Chaque morceau de papier ramassé, chaque goutte de sueur versée pour gagner une misère, n'est qu'un moyen d'arriver à une fin précise. Armer son bras pour la vengeance. Sa relation avec Youssouf, bien que marquée par des zones d'ombre et des trahisons passées, se transforme en une alliance de la dernière chance. Youssouf, tiraillé entre la loyauté toxique envers sa propre famille et la culpabilité d'avoir indirectement trahi la confiance de la fratrie, choisit finalement de racheter ses fautes en jouant un double jeu dangereux au cœur même du clan de Hashmet. Il devient l'espion de l'ombre, celui qui transmet les informations cruciales sur les mouvements des ennemis, risquant sa propre vie à chaque instant pour expier ses péchés. Mais la véritable surprise de cet épisode réside dans la fissure inattendue qui commence à se former au sein même du clan adverse. Nella, piégée par ses propres dettes et par les mensonges qu'elle a accumulés au fil des années, se retrouve coincée entre les exigences financières de ses créanciers et la tyrannie de sa propre belle-mère. Sa relation avec Hashmet, fondée sur une façade de respectabilité et de domination masculine, effondre sous le poids de la réalité économique et des trahisons conjugales. Le fait qu'elle découvre les liaisons secrètes de son mari avec d'autres femmes, tout en devant faire face à l'humiliation publique de sa fille Mélis, pousse Nella au bord de la crise de nerfs. Mélis, quant à elle, incarne la jeunesse désabusée, cynique et profondément endommagée par un foyer toxique. Son rapprochement subtil avec Semo, bien que dissimulé sous des airs de mépris, révèle un besoin viscéral de rédemption et de vérité dans un monde où tout n'est que mensonge. Elle comprend que ces orphelins que sa famille essaie d'écraser possèdent une richesse que aucun argent ne peut acheter, l'amour véritable et la loyauté inconditionnelle. Et l'anticipation monte à son paroxysme, alors que le convoi transportant Azizé vers le lieu de son mariage forcé commence à se déplacer. Les rues d'Istanbul, habituellement si indifférentes au sort des âmes perdues, semblent retenir leur souffle face à l'inévitable effusion de sang qui se prépare. Un côté, Yavuz et ses hommes, armés jusqu'aux dents et portés par une arrogance aveugle, s'imaginent déjà triomphants, tenant entre leurs mains le trophée ultime de leur domination. De l'autre, est l'alliance hétéroclite mais redoutable formée par Semo, l'oncle Jefdet et les résidents rebelles du quartier se mettent en position pour intercepter le cortège. La tension est si palpable qu'on croirait pouvoir la couper au couteau, chaque personnage jouant sa partition dans cette tragédie grecque moderne où personne ne sortira indemne. Alors que les préparatifs de la cérémonie forcée accélèrent dans un domaine isolé et lourdement fortifié, Azizé est habillée de force dans une robe de mariée qui ressemble à un linceul. Refusant de verser une seule larme devant ses geôliers, elle fixe le vide avec un regard de braise, répétant mentalement le serment qu'elle a fait à ses frères et sœurs. On ne fait que un, et rien ne pourra jamais briser ce lien, pas même la mort. Au moment précis où le prêtre s'apprête à prononcer les paroles fatidiques qui uniraient la jeune fille à son pire ennemi, une explosion soudaine retentit à l'extérieur du bâtiment, faisant trembler les murs et volant en éclats les fenêtres de la grande salle. La fumée envahit la pièce dans un vacarme assourdissant, semant la panique générale parmi les invités et les gardes du corps de Yavuz qui dégainent frénétiquement leurs armes. Au milieu du tumulte, une silhouette familière émerge de la brume, armée et froide comme la justice, franchissant les portes blindées avec une détermination glaciale. C'est Semo, le visage balafré par la fatigue et la rage, suivi de près par l'oncle Jefdet, et un commando improvisé, prêt à tout brûler pour reprendre ce qui leur appartient de droit. Yavuz, surpris en plein milieu de son triomphe, pousse un rugissement de bête blessée, en aperversant celui qu'il considère comme un moins que rien, osé profaner son sanctuaire.
La confrontation physique entre les deux hommes est immédiate, violente et bestiale. Chaque coup échangé portant le poids de décennies de haine familiale et de vies brisées. Alors que le chaos s'installe et que les balles sifflent de toutes parts, Azizé profite de la diversion pour s'emparer d'un objet tranchant laissé par terre, se libérant de ses liens dans une douleur fulgurante mais libératrice. Cependant, alors que la victoire semble enfin à portée de main et que les enfants imaginent déjà réunis pour reconstruire un avenir loin de ce cauchemar, un détail terrifiant échappe à la vigilance de tous. Dans l'ombre des cuisines attenantes à la salle de bal, une silhouette discrète observe toute la scène avec un sourire énigmatique et glacial, tenant dans sa main un détonateur relié à des charges explosives dissimulées sous les fondations mêmes du bâtiment. Ce N est ni Yavuz ni elle, un de ces hommes de main, mais un personnage que elle on croyait totalement neutre et inoffensif, dont la trahison silencieuse va pulvériser toutes les certitudes de la fratrie en une fraction de seconde. Tandis que Semo parvient enfin à tendre la main vers Azizé au milieu des flammes et des débris, un déclic métallique résonne dans le silence assourdissant de la pièce, juste avant que l'écran ne devienne totalement noir, nous laissant suspendus au bord du vide dans une incertitude mortelle, quant à savoir si quelqu'un survivra à l'apocalypse qui vient de abattre sur eux. Le silence qui suit le déclic métallique est immédiatement brisé par une déflagration d'une puissance cataclysmique qui pulvérise les murs porteurs du domaine et transforme le décor en un chaos de feu et de poussière. La détonation résonne comme le coup de grâce d'une guerre familiale menée dans l'ombre depuis trop de générations. Sous les décombres fumants, la ligne entre les bourreaux et les victimes efface complètement dans un concert de cris et de tôles froissées. Contrairement à ce que l'on aurait pu redouter, la charge explosive, bien que destructrice, elle n'a pas entièrement rasé l'édifice, mais a suffi pour compromettre l'intégrité structurelle de la grande salle de bal, piégeant instantanément tous les occupants sous un amas de gravats incandescents. Dans cette fournaise improvisée, Semo émerge le premier de la poussière suffocante, le corps meurtri mais animé par une seule obsession indomptable, retrouver sa sœur aînée. En rampant à travers les flammes et les poutres affaissées, il ignore la douleur de ses propres blessures, guidé uniquement par l'instinct viscéral qui lie la fratrie depuis le premier jour de leur tragédie. C'est alors qu'il aperçoit Azizé, partiellement ensevelie sous les débris de la estrade où elle venait d'être menottée pour sa fausse noce. Malgré la panique générale et l'air irrespirable, Semo parvient à dégager ses mains et à la tirer de ce piège mortel, scellant leur retrouvailles par une étreinte désespérée où les larmes se mêlent à la sueur et à la suie. Pendant ce temps, l'oncle Jefdet coordonne l'évacuation des extérieurs avec une froide efficacité militaire, neutralisant les dernières gardes du corps de Yavuz, qui tentait de battre en retraite au milieu de la confusion. L'homme fort qui terrorisait le quartier quelques minutes auparavant gît désormais sous une lourde poutre en bois, les jambes brisées et le regard hagard, réalisant avec horreur que son obsession maladive vient de effondrer littéralement sur lui. Sa propre mère, qui l'a poussé toute sa vie dans cette folie meurtrière, le regarde avec un mépris glaçant, refusant de lui tendre la main, prouvant une fois de plus que dans cette famille toxique, l'amour-haine a jamais existé et que seul le pouvoir compte. La silhouette mystérieuse qui tenait le détonateur dans l'ombre des cuisines avère être née là, poussée au bout du désespoir par les menaces de ses créanciers et par la haine accumulée envers un système qui l'a broyée. En détruisant une partie de ce domaine, elle a voulu affranchir de ses propres chaînes et envoyer un message sanglant à tous ceux qui l'ont manipulée. Mais cette tentative désespérée de reprendre le contrôle se retourne contre elle lorsque les forces de l'ordre, alertées par les détonations et les appels anonymes de Youssouf, investissent massivement les lieux gyrophares hurlant, encerclant la zone et ne laissant aucune chance aux survivants de échapper sans rendre des comptes. L'arrestation de Yavuz sous les yeux de Azizé et de Semo marque un tournant psychologique fondamental pour la fratrie, car elle symbolise la fin officielle de la peur qui dictait leurs moindres faits et gestes depuis leur fuite de la forêt. Pourtant,
La justice des hommes ne suffit pas à panser les plaies profondes laissées par tant d'années de mensonges et de violence. Azizé, fixant son père biologique terrassé au sol, ne ressent ni joie ni pitié, mais un vide immense. Elle comprend que le véritable combat haine n'était pas de détruire cet homme, mais de reconstruire ce que lui et les siens ont détruit en eux, leur droit à l'innocence et au bonheur. Au cœur du tumulte des arrestations, les plus jeunes, restés sous la protection bienveillante de Fidan et de Zélia dans l'appartement de fortune, apprennent enfin la nouvelle par l'intermédiaire de Youssouf, qui arrive en courant, essoufflé, et les yeux rougis par l'émotion. La petite Balim, serrant fort son jouet contre son cœur, demande si le monstre ne reviendra plus jamais, et la réponse affirmative de ses frères et sœurs sonne comme le premier rayon de soleil après un hiver interminable. Ils n'ont plus de maisons luxueuses, ils n'ont plus de certitude, mais ils ont leur liberté, et par-dessus tout, ils ont la promesse inébranlable de ne jamais se séparer. Elle, oncle Jeffdet, endossant pleinement son rôle de patriarche de substitution, prend la décision radicale de raser ce qui reste de l'ancienne vie pour offrir un nouveau départ à la grande famille. Ils mettent à leur disposition un véritable foyer permanent dans le quartier historique, loin des caves à charbon insalubres et des regards inquisiteurs des voisins bourgeois. Cette transition, bien que difficile, permet aux enfants de réapprendre à dormir sans la crainte d'être surpris au milieu de la nuit par des hommes armés. Les sourires refont surface timidement autour d'une table partagée, illustrant à nouveau la puissance de leur devise intemporelle. On ne fait que un, peu importe les tempêtes traversées. Cependant, le calme apparent dans le quartier cache une dernière couvée de braises ardentes qui ne demande qu'à embraser à nouveau. Dans une cellule sombre du commissariat central où Yavuz a été transféré en attendant son jugement, une visite inattendue vient perturber le cours de l'enquête. Un individu encapuchonné, dont le visage reste totalement dissimulé par la pénombre, s'approche des grilles de fer forgées et glisse un papier plié entre les barreaux sans prononcer le moindre mot. Yavuz, le visage tuméfié et le corps brisé, ramasse le message avec des mains tremblantes et le déplie lentement sous la faible lueur de l'ampoule vacillante. À la lecture des quelques mots écrits à la main sur le papier, la respiration de Yavuz arrête net et ses yeux écarquillent dans une terreur absolue, laissant échapper un rire hystérique qui résonne sinistrement dans tout le couloir désert. Ce n'est pas une menace de mort de la part de ses ennemis jurés, mais la confirmation glaçante qu'un secret encore plus terrible concernant la véritable identité de un des membres de la fratrie, vient d'être révélé au grand jour par quelqu'un qu'on croyait mort depuis plus de 20 ans. Tandis que l'image zoome lentement sur le papier froissé tenu par ses doigts ensanglantés, l'écran obscurcit brusquement sur un dernier plan fixe qui nous laisse totalement démunis face à cette bombe narrative prête à tout faire exploser lors du prochain épisode.